Bien, salut à tous. Je suis content de vous retrouver dans mon garage parce que c'est encore un endroit assez calme et assez facile en termes de logistique pour réunir de l'équipement. Je suis content de vous retrouver pour plusieurs raisons. Déjà pour commencer, j'ai rangé mon garage. Yes! Hurrah! Ça fait plaisir. Ça faisait un petit moment que ça traînait. Cette petite table cette grande table, aussi grande soit-elle, était remplie de toutes sortes de choses. Et ça rendait déjà pas le bricolage facile. Et puis ici, je voulais tourner une vidéo. Dans cette vidéo, je voulais revenir en détail sur le matériel que j'ai utilisé en montagne au mois d'octobre, quand je suis allé passer quelques jours en autonomie complète avec mon gros sac sur le dos, les 2 trépieds, le tabouret, les appareils photo. Tout ça, c'était lourd, c'était lourd. Je ne vais pas donner tout de suite le poids de mon sac à dos, sinon vous risquez un AVC en regardant simplement cette vidéo. Et comme je tiens à vous, ouais, j'ai pas envie que vous fassiez un problème de santé comme ça. Non, on va essayer de rester ensemble jusqu'à la fin de la vidéo. Sur cette table, on peut voir du matériel de randonnée, de marche, du matériel d'observation de la faune sauvage, du matériel de bivouac et puis quelques outils coupants. Couteau, scie, à première vue, ces équipements n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de détailler tout cet équipement, j'aimerais remercier les personnes, les partenaires qui ont rendu cette aventure possible et qui m'accompagnent depuis quelques années déjà. Premier, je tiens évidemment à remercier le site Résilience Nordique. C'est un site sur lequel on peut trouver pas mal d'équipements, dont les sacs à dos Savota, dont je vous parle depuis 2018. 2019 ouais, début 2019. Des sacs à dos bien pensés, assez basiques, solides, polyvalents. Sur le site Résilience Nordique, vous allez pouvoir trouver pas mal d'équipements qui sont systématiquement liés aux pays scandinaves. Je regarde là, je ne sais pas si je l'ai à portée de main, j'ai ma petite poêle à frire Kiro là. Bah non, elle est dans mon sac puisque juste après cette vidéo, je pars bivouaquer. Deuxième partenaire, et pas des moindres, French Light Outdoor. Florent, c'est un mec qui a décidé de créer sa boîte de fabrication de matériel léger. Les couettes que j'utilise en bivouac, les pochettes que j'ajoute à mes sacs à dos, tous ces équipements légers me permettent de transporter du matériel soit indispensable, soit pratique, mais sans forcément rajouter beaucoup de poids sur le dos. Et ça, c'est toujours appréciable. Parce que du coup, qui dit sac à dos léger, dit un petit peu plus de bonne bouffe. Voilà, c'est les 2 partenaires qui ont rendu possible cette aventure. Ils m'ont fourni une partie du matériel que j'ai utilisé et le reste, c'est du matériel que j'ai acheté. Il y a aussi Soloniac qui m'a fourni ces chaussures de marche que je teste depuis un bon moment maintenant. J'en reparlerai en détail. Merci Soloniac. Pour commencer, vous avez pu partager cette aventure avec moi parce que je l'ai filmée. En premier, je vais parler du matériel avec lequel j'ai filmé cette aventure. Je sais que c'est bizarre de commencer une vidéo de matériel en parlant du matériel vidéo. Peut-être que je vais briser les codes, peut-être lancer une nouvelle mode, ou peut-être que vous allez zapper toute cette partie d'ailleurs, mais je vais faire en sorte de ne pas parler en détail de la technique vidéo. Uniquement de présenter les appareils que j'ai utilisés pour filmer et expliquer pourquoi j'ai choisi ces appareils. Dans cette grosse sacoche, il y a un appareil photo et un téléobjectif. Un téléobjectif, c'est ce qu'on peut mettre à l'avant d'un appareil photo, comme ça, sauf que ça permet de zoomer, ça permet de rapprocher le sujet, sans se rapprocher soi-même. C'est particulièrement efficace pour filmer la faune sauvage, sans la déranger, pour l'approcher, pour la débusquer, en étant le plus loin possible. Donc voici mon téléobjectif. Ça c'est le 150-600 de chez Sigma. Ici en monture L, monture Leica. Leica, Lumix, Panasonic, Sigma. La L monte avec mon Lumix S5. C'est le premier du nom. Cet appareil, on le trouve d'occasion aujourd'hui. Il reste assez abordable. C'est quand même un sacré budget, hein, mais il ne faut pas oublier que c'est un appareil plein format. Un appareil plein format, capteur stabilisé, écran qui pivote à 360 degrés,
je pense. Écran pivotant, écran tactile qui permet de faire le point tout en ayant l'œil dans le viseur, dans le viseur optique. C'est un hybride, un appareil photo sans miroir. Enfin, c'est pas hybride, mais voilà, on se comprend. C'est un appareil photo sans miroir et dessus, ce qu'on peut voir ici, c'est une cage de chez SmallRig. Pourquoi je mets une cage? La première raison, c'est pour protéger l'appareil photo de façon mécanique. Ce qui est intéressant avec cet appareil photo, c'est qu'il est équipé de joints anti-ruissellement. On appelle ça une tropicalisation et ça permet à l'appareil photo de fonctionner sous toutes les météos, sous la neige, sous la pluie, sous la grêle. Mais si l'appareil photo tombe, les joints anti-ruissellement ne vont pas faire grand-chose pour protéger l'appareil contre les chocs. C'est là que vient la cage. La cage en question, c'est pas celle du S5, c'est celle du Lumix S5 II. Pourquoi j'ai pas pris celle du S5? Je l'ai testée, elle ne me convenait pas, je l'ai remplacée par celle du 2. Sauf que pour pouvoir la monter sur le Lumix S5, ouais, j'ai un petit sourire parce que vous allez me prendre pour un fou, il faut modifier l'appareil photo, il faut modifier l'aspect extérieur de l'appareil photo. Il faut retirer deux éléments. Cette petite patte de fixation là et celle-là. Et pour le faire, le moyen le plus simple que j'ai trouvé, le plus rapide, mais probablement le plus barbare aussi, c'est la disqueuse. Et là, vous devez commencer à probablement me prendre pour un dingue. Parce que approcher une disqueuse d'un appareil photo, c'est extrêmement risqué comme opération et je ne vous encourage pas à le faire. Un appareil photo donc bien conçu, avec la possibilité de l'alimenter en externe par le port USB-C, une entrée micro, une sortie casque, ça c'est bien aussi pour avoir un œil et une oreille sur ce qu'on enregistre. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne vais pas détailler la technique ni les caractéristiques de mes caméras parce que ça va devenir vite prise de tête. Mais en gros, voilà, une fois que l'appareil est monté dessus, on obtient ce type de bébé. Ici, le pare-soleil est monté à l'envers, parce que si je le monte à l'endroit, je ne peux pas le ranger dans cette pochette. Ça donne ça. Si on ne fait pas tomber le capuchon, c'est mieux. Sur le téléobjectif, j'ai mis ce qu'on appelle une cover, une protection en néoprène. Protection pas forcément contre les chocs, même si c'est du néoprène, donc ça va absorber une partie des chocs, mais surtout une protection camouflage pour m'approcher encore plus près des animaux sauvages. Un bon téléobjectif, mais si je devais le racheter aujourd'hui, j'opterais probablement plus pour le 60-600 que pour le 150-600. Pour alimenter l'appareil photo, la caméra, pendant les longues sessions d'enregistrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une power bank et un accessoire qui est hyper pratique. On appelle ça une batterie factice. En anglais, dummy battery. Dummy pour poupée. Voilà, c'est une batterie factice qui va faire croire à l'appareil photo, à la caméra, qu'il y a une batterie à l'intérieur. Cette batterie est couplée à un câble avec un connecteur USB-C. J'ai simplement ajouté un connecteur coudé à 90 degrés pour pouvoir, avec du Gorilla Tape, j'ai protégé les connecteurs de la power bank, de la batterie, pour empêcher les infiltrations d'eau quand je m'en sers pas, et pour pouvoir protéger le connecteur. Voilà, comme ça, ça bouge pas. Si je tire dessus accidentellement, il va pas se déconnecter. La batterie dans la poche et la caméra à la main. Si là, je pouvais porter la batterie dans la poche de ma veste. Pour pouvoir filmer avec un téléobjectif comme ça, dont la focale est très longue, il faut utiliser une rotule de trépied adaptée. Et si j'utilise un trépied comme celui-là, avec une rotule boule, ça ne va pas suffire, parce que les mouvements vont être très saccadés, combien même j'utilise le stabilisateur du boîtier ou celui de l'objectif. Donc la technique que j'ai trouvée, la seule technique viable, ça va être d'utiliser une rotule vidéo. La rotule que j'ai choisie, c'est la Sirui VH10X, une rotule bien adaptée aux très longues focales, qui permet de viser correctement. À condition évidemment de la monter sur un trépied. Moi, l'erreur que j'ai fait pour filmer
pendant ces quelques jours en montagne, bon, ça aura été de monter la rotule sur un monopode, un seul pied du trépied. Donc pour ce faire, c'est très simple, on prend le trépied, on dévisse un pied, on vient fixer la rotule dessus, comme ceci, et ça permet déjà plus de mobilité qu'un trépied. Ça permet d'être plus mobile, de pouvoir me déplacer vraiment librement. À l'opposé, la rotule va stabiliser la visée en haut et en bas, mais pas sur les côtés. Donc c'était une concession qu'il a fallu faire. Choisir entre la super stabilité du trépied ou la mobilité du monopied. Bon, j'ai fait ce choix. Je le regrette un petit peu. Surtout au moment de filmer les 3 chamois, je me dis qu'avec le recul, j'aurais préféré utiliser le trépied plutôt que le monopode, le monopied. Donc ça, c'est le matériel vidéo qui m'a permis de filmer les animaux de loin. Et pour observer les animaux de loin, j'ai utilisé une paire de jumelles assez basiques, des jumelles de chez Soloniac. C'est des 10 par 42, des jumelles que j'avais pris initialement pour l'ornithologie. En fait, avec des jumelles, on peut observer n'importe quel type d'animal si on peut s'approcher suffisamment. C'est encore plus vrai pour les oiseaux que pour les chamois. Deuxième type d'équipement que j'avais emporté pour observer la faune, c'est un dispositif de vision nocturne. Donc ça ressemble à des jumelles nocturnes, c'est pas vraiment des jumelles à proprement parler, puisqu'il y a un seul objectif qui se trouve ici. Le truc là à côté, c'est la torche infrarouge. Ce qui me fait dire que c'est pas des jumelles, c'est qu'on a un écran ici, un objectif ici, et il y a un capteur qui permet d'enregistrer des photos ou des vidéos jusqu'en 4K. Ça, je l'ai depuis septembre 2024. J'ai eu l'occasion de m'en servir un petit peu dans le Pilat, quand je suis allé bivouaquer avec Yann et sa tribu de marathoniens. C'était un super moment, encore une fois. Et ça m'a permis d'utiliser ce dispositif de vision nocturne. On va appeler ça des jumelles nocturnes, voilà, parce que ça va quand même plus vite. C'est un dispositif intéressant. Il y a quand même pas mal de défauts. Le premier, c'est qu'il faut faire la mise au point à la main. Enfin, défaut. C'est pas un défaut à proprement parler, puisque quand tu payes un truc comme ça, 200, 250 €, je crois que c'est le prix que ça coûte, tu vas pas t'attendre à avoir un capteur stabilisé, la 4K, 60 images secondes, la mise au point automatique, le ceci, le cela, le suivi du sujet, enfin non. Il faut quand même savoir ce qu'on achète. Et si on achète un truc comme ça à 250 €, on ne pourra pas avoir des technologies très évoluées dessus. Il n'empêche que c'est un dispositif efficace si on ne le transporte pas avec la batterie à l'intérieur. Et c'est couillon de ma part de l'avoir transporté avec la batterie à l'intérieur, dans le sac à dos pendant la randonnée, puisque la batterie est amovible et il s'est allumé accidentellement dans mon sac à dos. Ce qui fait qu'en arrivant sur le camp, le soir j'ai voulu m'en servir, il restait un demi-bâton de batterie et j'ai pas pu m'en servir beaucoup en fait. Mais ça reste un dispositif intéressant, c'est Akazo qui fait ça. Akazo, initialement, il fabrique des caméras d'action, des action cam, un petit peu comme les GoPro. Les vêtements, j'y reviendrai par la suite. Je termine rapidement avec l'équipement vidéo que j'ai utilisé. Pour cette sortie, j'ai pas pris de drone. Le trépied, alors un des 2 trépieds que j'avais utilisé, le trépied pour filmer les animaux que j'avais emporté, c'était le K&F Concept dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Un trépied que je trouve bien foutu, qui souffre malheureusement d'une colonne centrale un petit peu trop longue. Moi j'aime bien les trépieds qui ont la possibilité de vraiment être posés au niveau du sol, comme c'est le cas ici avec... Essaye pas de m'assommer toi. Comme c'est le cas avec ce trépied, ce vieux trépied vraiment pas cher de chez Roley, qui est vraiment de très mauvaise qualité. Hein. Si vous avez la possibilité de l'acheter, ne l'achetez pas, surtout pas. Un trépied qui a une colonne centrale suffisamment courte pour être presque posé au sol. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, filmer au niveau du sol. Et je ne peux pas le faire avec le trépied K&F Concept. Donc je ne désespère pas un jour d'avoir une colonne courte pour éviter d'avoir à sortir la disqueuse. Deuxième trépied. Pourquoi j'ai pris 2 trépieds? Il y en avait un qui me servait à soutenir l'appareil photo, la caméra, pour filmer les animaux, donc avec le téléobjectif dessus. Et le deuxième trépied, c'est celui qui m'a permis de filmer la vidéo que vous avez vue
à proprement parler. Un trépied léger, pas trop léger non plus, mais ouais, raisonnablement léger, qui me permettait de mettre ma caméra dessus, tout simplement, et qui m'a permis de filmer les plans que j'ai assemblés pour faire la vidéo que vous avez regardée. Donc un trépied sur lequel j'ai mis la rotule du trépied K&F Concept, puisque le trépied K&F Concept, pas la totalité, mais un des 3 pieds, était utilisé par la rotule Sirui, sur laquelle j'ai monté mon téléobjectif. Donc ça, c'était pour ma caméra principale. Caméra principale, celle avec laquelle j'ai filmé la vidéo que j'ai pu partager avec vous. Et puis j'ai filmé quelques séquences avec mon téléphone aussi, puisqu'à un moment, j'avais tout simplement plus de batterie. J'ai beau avoir sorti le panneau solaire et avoir laissé ma powerbank que j'ai rangée, c'est pas très grave. J'ai beau avoir laissé ma powerbank en charge pendant une journée, le soleil était pas trop, c'était pas folichon. Il a fait ce qu'il a pu, le pauvre soleil, mais il n'était pas au taquet non plus. Donc il m'a donné quelques watts de batterie avec laquelle j'ai pu recharger et alimenter tout simplement mes caméras. Et c'était toujours bon à avoir. Le panneau solaire en question, c'est le Sunslice. Alors il me semble que c'est le 18 watts. Donc un panneau solaire que j'apprécie beaucoup, c'est Sunslice qui me l'a fourni. C'est un panneau solaire souple, très solide. Il n'est pas incassable, mais il est très solide et relativement bien foutu. Je vais arrêter de le tordre dans tous les sens. Je pense que vous avez compris qu'il est relativement solide. Un panneau équipé d'une sortie USB-A, d'une sortie USB-C, d'une sortie... j'ai encore oublié le nom. Une fois qu'il est replié, comme ceci, j'obtiens une plaque assez rigide. Cette plaque rigide, puisque j'essaie d'avoir de l'équipement suffisamment polyvalent pour avoir plusieurs fonctions, du coup je me suis servi du panneau solaire comme de dossier pour mon petit sac à dos. Pourquoi je parle de petit sac à dos? Vous avez vu que j'ai emporté un gros sac à dos pour cette sortie. C'est le Sabota Jacquari large, puisque l'objectif c'était de faire porter mon matériel de bivouac et le matériel vidéo au Jacquari large. Je voulais aussi avoir un plus petit sac à dos, d'où l'idée de fixer sur la face avant avec les sangles latérales le Sabota Atka, qui est un sac à dos de 12 litres. Et c'était mon petit sac à dos pour les sorties à la journée, les raids, comme j'appelais ça. Et c'est pratique d'avoir un petit sac à dos évolutif, qui permet quand même, grâce au passant molly, de fixer des éléments à l'extérieur, parce que tu passes partout avec un petit sac à dos. Et le relief, la topographie du secteur ne me permettait pas de passer partout avec le gros sac à dos. Et je le savais avant de venir. Donc j'ai fait en sorte de prendre un gros sac à dos, la grosse Bertha, dans lequel je pouvais mettre mon matériel de bivouac, la bouffe, le réchaud à gaz, le réservoir d'hydratation aussi, dont on peut apercevoir ici le tube. C'est toujours mon vieux réservoir d'hydratation source que j'ai acheté en 2012 ou 2013. Autant dire qu'il a passé les... Il en est à sa première décennie et c'est du matos durable. C'est toujours le même que j'utilise. Pourtant, il a fait quelques chutes. Mais c'est ça qui est bien quand on choisit le matériel solide. On paye une fois pour toutes, pas forcément beaucoup plus cher. Dans le cas de ce réservoir d'hydratation, je l'avais acheté une trentaine d'euros. À noter que, en plus du Atka, ce petit sac à dos de 12 litres, j'avais remplacé le capuchon du Jacquari large par le sac banane Sabota Ascar. Ascar. Prononciation probablement dégueulasse. Un sac banane qu'il est possible d'utiliser en couvercle de sac à dos. C'est en tout cas ce que j'ai fait pour remplacer le couvercle d'origine du sac à dos. Pourquoi j'ai fait ça? L'idée ici, c'était d'avoir un couvercle qui me permette d'organiser le petit contenu. Mon couteau pour couper le saucisson, enfin mon couteau suisse, la trousse à pharmacie, mon dispositif de vision nocturne, mes jumelles pour le transport. Parce que mettre tout ça dans le sac à dos, c'est faisable, vu la taille du sac à dos, c'est faisable, mais ça demande quand même une certaine organisation. Et les origamis, le Tetris, le rangement en Tetris, c'est pas trop mon truc. Pourtant, le sac à dos est grand, Il y avait tellement de matériel à l'intérieur. Pas forcément du matériel très volumineux, mais quand même beaucoup de matériel. Ce qui fait que ça a pris pas mal de place.
Donc ce petit sac à dos Atka, c'est un sac super intéressant parce que déjà c'est une pochette souple qui est équipée de fixation pour mettre un harnais pour pouvoir le transformer en sac à dos. Il est équipé d'une fermeture au format roll top. Il y a 2 manchons à l'intérieur qui permettent de loger du petit matériel. Et dans le sac à dos là, que je viens de poser, le Atka, je prenais le matériel pour une sortie à la journée. Donc j'avais ma gourde filtrante, une tasse métallique, mon réchaud à gaz. Non, pas de tasse métallique puisque le réchaud, c'est un réchaud qui est équipé de sa propre tasse métallique. Le réchaud en question, que je range dans la poche élastique de mon harnais d'escalade, c'est le MSR Wind Burner que j'utilise depuis un petit moment maintenant, avec un couvercle qui n'est pas du tout celui du réchaud de base. J'aime bien ce type de réchaud, le réchaud où tout le contenu se range à l'intérieur du bol. J'ai découvert le concept avec Jetboil il y a quelques années et j'aime bien ce concept, puisqu'une fois que c'est fixé, en supposant que le réchaud est fixé à la cartouche, tu prends le bol et tu soulèves l'ensemble. Et je trouve ça pratique. C'est plus pratique que de poser une tasse sur un réchaud et au moindre faux mouvement, tu fais tomber la tasse avec ta soupe à l'intérieur. Les boules. Donc, un capuchon organiseur pour remplacer le capuchon d'origine du sac à dos. Un sac à dos, lui aussi, équipé d'une ouverture au format roll top. Quand c'est ouvert en plein comme ça, on a l'impression que le sac à dos fait 200 litres. Mais c'est pas fait pour tenir ouvert comme ça. C'est fait pour replier. J'ai très mal replié, très mal enroulé, c'est pas très grave. Un sac à dos que j'apprécie beaucoup sur cette nouvelle version. Savota a remplacé la ceinture lombaire qu'il y avait sur les premières séries de Jacquari large par une ceinture lombaire un petit peu plus courte. Pourquoi? Le problème que j'avais sur le premier Jacquari large, c'est que je ne pouvais pas serrer la ceinture lombaire correctement. Elle n'était pas adaptée à ma corpulence, ma morphologie ectomorphe. Moi je suis maigre. Et ça nécessitait de serrer à fond la ceinture lombaire. Et même serrer à fond, c'était trop court. Je ne pouvais pas la serrer correctement. Et résultat des courses, je portais toujours le sac à dos sur les épaules. Quand le sac à dos est un peu chargé, en fin de randonnée, c'est pas fou. Bon. Donc avec cette nouvelle ceinture lombaire, on a déjà un petit peu moins le problème qui se pose. Mais moi, je suis encore un peu trop maigre et j'ai encore un petit peu... Surtout quand je porte des vêtements en nylon, où au moindre à-coup, la ceinture lombaire qui est aussi en nylon glisse sur le nylon du vêtement, de la veste de pluie. Et malheureusement, ça arrive encore que je porte un petit peu le sac à dos sur les épaules. Donc, est-ce que ce sac est super intéressant? Oui. Est-ce qu'il était pleinement adapté à mon utilisation? Non, clairement, c'était pas le plus adapté. Mais aujourd'hui, si je devais refaire cette sortie, c'est probablement encore cette configuration multisac que j'opterais, que je choisirais. Pourquoi? Parce que j'ai pas mieux, tout simplement. J'aurais pu partir avec mon sac très léger, là, le 3F UL Gear, mais ça aurait demandé une organisation un peu différente. Voilà. Donc un capuchon organiseur bien foutu, je ne vais pas en reparler en détail. J'ai fait une vidéo l'année dernière, je mets le lien de cette vidéo ici dans le coin de l'écran, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour y accéder. Et le dernier sac que j'ai emporté pour cette sortie, c'est encore un Savota, dis donc, décidément. J'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien. C'est le Cucaro, un petit sac banane qui est sorti en même temps que le Asker, mais d'un format plus petit. Et c'est bien, les sacs bananes. C'est génial, parce que ça permet d'avoir à portée de main ce que j'aurais normalement dans les poches du pantalon ou de la veste. Et randonner avec les poches remplies de trucs, bah, c'est pas mon truc. Comme il y a encore pas mal de rangements accessibles dans le Savota Cucaro, j'y loge aussi une partie de ma trousse à pharmacie. Les éléments que je veux, dont je veux pouvoir disposer pendant la marche. Des antalgiques, du gel hydroalcoolique, un petit marqueur Sharpie, les mini Sharpie, pour annoter ma carte topographique, des tubes de Smecta,
des sachets de Smecta en gel, une lingette pour nettoyer les objectifs, donc soit l'objectif de la caméra, soit celui du téléphone, des pâtes de fruits, ça c'est la fidèle compagne du randonneur, la pâte de fruits, un petit peu de corde, on ne sait jamais quand on va avoir besoin de corde, parce que pour installer ma tente dont je parlerai juste après, elle est équipée déjà de ces haubans, de ces cordes qui sont déjà fixées sur la tente. Donc en principe, tu as juste à planter tes piquets de tente, mettre ton bâton de marche, dont je parlerai aussi juste après, ou pas, et de tendre les cordes pour installer la tente. Sauf que cette tente, elle ne s'installe pas, c'est pas une tente de seconde, c'est pas simple à installer. Elle est géniale, elle est efficace, elle est minuscule, vue de l'extérieur, suffisamment grande pour dormir à l'intérieur, pourtant je mesure 1,85 m. Donc elle fait le boulot. Mais à installer, elle ne s'installe pas toute seule, hein. Et quand il a plu, au petit matin, que j'étais en train de faire chauffer l'eau pour le café, j'aurais bien voulu être abrité. Donc plutôt que de tirer l'abside au niveau du sol, la fixation, je l'ai mise en l'air. Je l'ai maintenue avec mon deuxième bâton, puisque le premier maintenait la tente en place. Sauf que j'avais pas de corde assez longue. Et ben j'étais content d'avoir mon petit fagot de corde à portée de main. Les gels caféinés, ça c'est quelque chose qui m'accompagne systématiquement. C'est pas quelque chose que j'utilise à chaque sortie, mais je veux en avoir sur moi systématiquement. Pourquoi? L'effet du gel caféiné, ça me fait pas comme un café. J'ai quand même mes petits tubes de café soluble. La différence avec le gel caféiné, c'est que le gel caféiné, il ne te fait pas l'effet excitant d'un café. Il te fait l'effet reposant d'une bonne nuit de sommeil. Ça ne dure pas toute la journée, comme une bonne nuit de sommeil, ça dure 1 heure, peut-être un petit peu plus. Mais sur moi, en tout cas, sur mon organisme, le gel caféiné, il fait ça. Et c'est génial. C'est de la triche. Et c'est bien la triche. La tente que j'ai utilisée, c'est la Nightcat. Je crois qu'elle s'appelle Lanshan. Et c'est la version 1 Pro. Alors pourquoi ils l'ont appelée Pro? Aucune idée. Toujours est-il que c'est une tente qui est bien foutue parce qu'elle est en 2 parties. Elle est pas, la chambre intérieure et la toile imperméable extérieure ne sont pas solidaires, elles ne sont pas soudées ensemble, comme la 3F UL Gear Lanshan 2 Pro que j'ai eu l'occasion d'utiliser il y a quelques années. Ce n'était pas franchement une tente double paroi. C'est bien, les tentes monoparois, ça répond à un besoin précis. Si je vais dans le Vercors par exemple, qui n'est pas très humide, la tente monoparoi va probablement répondre à un besoin. Elle sera probablement adaptée. Pour la Chartreuse, qui est un massif très humide, une tente double paroi, c'est la vie. C'est top. Et ma veste imperméable, silencieuse de tir à l'arc Soloniac. Une veste que j'ai achetée l'année dernière et je l'ai modifiée. Pourquoi je l'ai modifiée? Normalement, c'est une veste qui est équipée d'une doublure chaude. Donc elle est imperméable, silencieuse et chaude. J'aime bien fonctionner avec le système multicouche. Je voulais cette veste imperméable silencieuse qui n'ait que le rôle d'une veste imperméable et silencieuse, et pas le rôle d'une veste chaude. Puisque je peux passer d'une situation statique à une situation mobile, où je vais marcher plus ou moins vite, où je vais transpirer. Donc sous cette veste, je veux avoir ma petite doudoune sans manches, qui sera dézippée presque jusqu'en bas. Sous la doudoune sans manches, une petite polaire fine ou une veste en laine mérino, mais suffisamment fine. Et puis en première couche, un t-shirt en laine mérino, comme celui que je porte. Donc cette veste, je ne la voulais pas chaude, je ne la voulais pas isolante. Je la voulais simplement imperméable et silencieuse. Donc j'ai décousu la doublure et manque de bol, à l'intérieur, c'est tout blanc. Mais comme c'est pas une veste que je laisse grande ouverte, le blanc ne se voit pas quand la veste est fermée. Un petit peu dans la capuche, mais c'est pas très grave. C'est une veste qui est bien foutue, puisqu'on peut la dézipper ici, le long des côtes, pour laisser l'air sortir, pour laisser l'humidité sortir et ventiler un petit peu la machine. C'est une bonne chose. J'aurais juste apprécié qu'elle ait un zip à double curseur, qu'on puisse l'ouvrir, voilà, fermeture éclair imperméable, qu'on puisse l'ouvrir du haut vers le bas et en même temps du bas vers le haut, parce que ça permet aussi d'évacuer l'humidité de l'abdomen.
Et quand on bouge pas mal, l'abdomen en crée beaucoup d'humidité. À noter qu'une fois qu'on découd la doublure, il y a la manche ici qui se rallonge d'une bonne quinzaine de centimètres parce que c'est une couture qui est à l'intérieur qui est... bon, c'est comme ça, c'est pas très très grave. Passe-pouce en bout de manche, c'est une bonne chose. Poche Napoléon de chaque côté, poche repose-main de chaque côté, ventilation de chaque côté, fixation pour talkie-walkie ici, et une ouverture zippée ici. Je n'ai pas trop compris le... Elle a une utilité, hein, cette ouverture, hein, probablement, qui se trouve ici, au niveau de la nuque. Ça, c'est pour protéger le haut contre l'humidité, contre la pluie principalement. C'est une veste un petit peu coupe-vent aussi. Ouais, c'est pas pour ça que je l'ai pris, même si ça marche bien, ça coupe bien le vent. Ça, c'est pour protéger le haut. Pour le bas, je portais un pantalon convertible en short Revolution Race. Ça, c'est le Zip Off Pro, pantalon équipé en bas de jambe. Il est où? Il est là. D'un crochet de guêtre. Les jambes équipées d'un crochet de guêtre, c'est pratique, mais ça demande un minimum de concentration. Pourquoi? Parce que le crochet, il est en métal, il est bien accroché au bas de jambe. Donc si j'enfile le pantalon un petit peu rapidement, dans le meilleur des cas, je fais un trou dans la chaussette, et dans le pire des cas, c'est l'ongle qui saute. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé du pire des cas. Parce qu'un trou dans la chaussette, c'est embêtant. Sur une paire de chaussettes à 30-40 €, mais un ongle qui saute, je suis immobilisé. Là, je bouge plus, je reste assis en travers du chemin. C'est le PGHM qui me ramène à la maison. Pour me protéger de la pluie, j'ai pris mon pantalon d'alpinisme Simon. Un pantalon que j'ai acheté à Decathlon il y a quelques années, quand j'ai fait ma traversée du parc de Chartreuse en solitaire, parce que je voulais une solution pour bien me protéger les jambes contre la pluie. J'avais à ce moment-là pas de pantalon imperméable. J'aurais pu me satisfaire d'un simple pantalon de vélo. C'est vrai que ça aurait très bien fonctionné. Mais je voulais un pantalon qui se dézippe sur les côtés pour ventiler correctement les cuisses pendant la marche. Parce que ça dégage de la chaleur, les cuisses d'un marcheur. Ce pantalon s'est bien prêté au jeu pour la marche. Par contre, pour l'observation des animaux, un pantalon équipé de bandes réfléchissantes sur le côté et surtout d'une couleur unie, c'est pas l'idéal. Ça fonctionne, mais c'est pas l'idéal. En rentrant de ma balade en montagne, je suis allé sur la boutique de Félin 21 et je me suis équipé d'un pantalon en Gore-Tex, pantalon militaire, tout aussi intéressant que le pantalon Simon que je viens de vous montrer, à ceci près qu'il est coloris camouflage, tout simplement. Est-ce que je changerai quelque chose aux vêtements que j'ai emportés? Déjà, je vais changer le surpantalon imperméable, et plutôt que de prendre un pantalon convertible en short, probablement que j'utiliserai mon pantalon Fjallraven Keb, modèle Keb, parce qu'on peut l'ouvrir sur le côté des cuisses et sur le côté des mollets, ce qui permet une aération optimale. Mais ça vaut pas un short. C'est vrai que le short, quand il fait beau et chaud, il n'y a pas mieux, quoi. Faut savoir faire des choix et les assumer jusqu'au bout. Tour de cou en laine mérino, ça c'est un indispensable, je m'en sépare plus, j'en ai toujours un sur moi. Ceinture tie belt de chez BBM Équipement, je ne sais plus quel modèle c'est. Ceinture très 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 solide. Est-ce qu'il y a besoin d'une ceinture aussi solide? Non. Non, simplement un coup de cœur. Voilà, c'est une marque française, donc c'était un coup de cœur. Ah, quel est ce bruit étrange? Ma flasque de pastis des Alpes. Le pastis des Alpes, c'est quoi? C'est du pastis dans lequel on a mis du Genépi. Désolé les copains du Sud-Est pour le sacrilège, mais c'est fabriqué à Chambéry et c'est un pastis super bon, surtout avec du Genépi dedans. C'est une super idée, quoi. C'est des génies les mecs qui ont inventé ça. Comme le mec qui a inventé les gratons, le mec qui a inventé le pastis des Alpes, c'est un génie. Toujours est-il que cette flasque, elle est restée à la voiture, moi, quand je suis monté. Donc j'ai pas pu en profiter. Pourquoi j'aime le pastis? Ce qui est intéressant avec le pastis, et ça c'est mon pote Michael, salut à toi mon pote, qui m'a appris ça, c'est que le pastis pur, il va agir sur le système digestif. Ça ne veut pas dire que je dois prendre cul sec toute la flasque. Non, non, les bâtons de marche. Bâton de marche Guidetti, fabriqué à Grenoble. C'est toujours
ça fait toujours un peu rire de dire fabriqué à Grenoble, fabriqué ci, fabriqué ça. Les matériaux sont pas tirés du sol des minerais grenoblois, mais c'est assemblé à Grenoble. Voilà, c'est plutôt ça, assemblé à Grenoble. Un bâton de marche intéressant, avec du liège un peu partout, mais la fixation est pas forcément bien collée. Ouais, le liège n'est pas bien collé, ça tombe, ça bouge. L'anneau, là aussi pareil, il est mal collé. Là c'est pareil, il n'a pas 10 ans d'utilisation. L'autre bâton c'est pareil, hein. Et ils n'ont pas 10 ans d'utilisation, ils ont peut-être 2 ans, allez 3 ans maximum. Lampe frontale, bah, toujours ma Armitech Wizard C2 WR, version LED blanche et LED rouge, avec un mode clair de lune super efficace. J'aime bien cette lampe frontale. Dans cette boîte, j'ai ma lanterne. Lanterne Tiny, je ne sais plus ce que c'est la marque, Flextail. Lanterne Flextail. C'est un dispositif qui sert de répulsif à moustiques. Sauf qu'au mois d'octobre, à cette altitude en montagne, j'en avais pas de moustiques. Mais c'est une lanterne quand même assez compacte, qui fonctionne bien, qui est assez puissante. Son seul défaut, c'est de ne pas pouvoir servir de power bank, de batterie externe. C'est un défaut que je fais systématiquement quand je parle de matériel électronique. Une grosse batterie qui dure toute la nuit, c'est bien, mais si l'appareil peut proposer d'utiliser la batterie pour recharger d'autres appareils, c'est mieux. C'est mieux. Et je trouve que les constructeurs ne pensent pas assez à rajouter ce type de fonctionnalité à leurs appareils. C'est dommage. Rechargeable en USB-C, on peut mettre 2 plaquettes de répulsif. Attention, c'est du répulsif. Comment ça s'appelle cette substance chimique là? C'est une substance qui trouble bien comme il faut le système nerveux des chats. Donc si vous avez des chats chez vous, n'allez pas utiliser ça chez vous. Moi en montagne, j'ai pas croisé de chat, aucun félin, donc j'ai pu l'utiliser, mais sans les plaquettes de répulsif de toute façon, donc ça risquait rien. À noter que c'est une lanterne qui est équipée d'un pas de vis au format photo, donc je peux la mettre sur un trépied photo, et d'un aimant ici. Attention, ça c'est la deuxième lanterne que j'ai. C'est Flextail qui me l'a envoyé en guise de partenariat. Je suis encore dans la période de test, donc je ne peux pas encore vous en parler, si ce n'est de vous dire de ne pas utiliser l'aimant. C'est la deuxième sur la première que j'avais fixée à un truc en métal. Elle est tombée en pleine nuit, l'aimant s'est tout simplement décollé. Il est juste collé. Donc si tu veux l'utiliser dans le capot de la voiture pour réparer la voiture, non, je te le déconseille fortement. A priori, sur celle-là, l'aimant semble mieux collé, pourvu que ça dure. Toujours est-il que la première est tombée et elle ne fonctionne plus. Elle est par là d'ailleurs, ouais, elle est là. Ouais, la première, la deuxième. Donc quand celle-là est tombée, tout de suite elle s'est éteinte. Donc, je pense que la batterie a eu un faux contact. Donc j'ai prévenu Flextail, je leur ai dit attention, l'aimant nul. Ils vont dire ah dommage, on vous en renvoie une. Ouais cool. Sauf qu'à la fin de l'automne, les moustiques. Donc j'attends que le printemps arrive et avec le printemps les moustiques pour vous faire une vidéo détaillée. Trousse de soins, puisque c'est sur la table, autant en parler. C'est une trousse de soins assez banale. Il n'y a pas tout ce qu'il faut. Il n'y a pas un module trauma à l'intérieur. Traumatisme pour intervenir rapidement sur une grosse hémorragie, tout ça. Non, non. Il y a surtout du très classique, quoi. Si ce n'est que j'ai ajouté il y a quelques temps maintenant, 1 an et demi, 2 ans, une caméra intra-auriculaire. Et ça, c'est un gadget électronique qui est clairement pas indispensable. Mais pourquoi prendre une caméra intra-auriculaire? L'idée, c'est que quand je dors au sol, les tiques peuvent rentrer. Oui, on a des tiques en octobre. Et quand une tique te rentre dans l'oreille, ou ça peut être n'importe quel insecte qui te rentre dans l'oreille, crois-moi, c'est un motif à arrêter ta randonnée, à faire demi-tour et aller voir un ORL ou en urgence dans une pharmacie ou un hosto. Alors certes, ma caméra intra-auriculaire, elle est équipée d'une couronne de LED pour filmer l'intérieur de l'oreille, du conduit auditif. Elle est équipée d'une cuillère avec un silicone médical pour pouvoir gratter l'intérieur du conduit auditif,
mais ce n'est pas une pince tire-tique. Donc déjà, pouvoir voir la nature du problème, parce que si tu as un truc dans le conduit auditif, tu le sens tout de suite. Il n'y a pas de... Non, non, même si tu n'es pas douillet, tu le sens. Donc, avoir la possibilité de voir ce que je sens qui se déplace dans mon conduit auditif, ça déjà c'est bien, c'est une bonne chose. Et puis ça pèse pas grand-chose, c'est rechargeable en USB-C, tu te connectes en Wi-Fi au téléphone, pendant que tu te trifouilles le conduit auditif, tu vois en temps réel sur l'écran du téléphone, c'est bien pratique. Et puis ça évite d'utiliser des cotons-tiges, puisqu'avec la cuillère et le revêtement silicone médical qui est lavable, tu peux te nettoyer le conduit auditif, c'est une bonne chose. Alors ça c'est la pochette électronique, ni plus ni moins, hein. On va retrouver la batterie nomade dont je vous ai parlé tout à l'heure, les câbles qui permettent de recharger le téléphone, de connecter la batterie nomade au panneau solaire, et une batterie de rechange pour la lampe frontale. Voilà. Donc rien que du très classique. Les chaussures, je vous ai montré tout à l'heure, c'est les Soloniac Cross Hunt V2. Pourquoi V2? Il y a quelques années, j'ai eu la possibilité de tester la première version des Cross Hunt, et la membrane imperméable a foutu le camp, elle a fait défaut, et j'avais les pieds trempés qui ont gelé, parce que c'était dans le négatif, donc j'ai eu bien froid aux pieds. Heureusement, c'est arrivé pendant une sortie où j'avais emporté un tipi avec mon poêle à bois, donc j'ai pu sécher mes chaussettes et finir la rando, certes les pieds trempés, mais au chaud, relativement. Dans ces chaussures, je parlais tout à l'heure des semelles, semelles gel de chez Sidas. J'aime beaucoup ces semelles, surtout dans les descentes, mais en montée aussi. À noter que si je m'apprête à rester immobile pendant des heures sur un sol gelé, je vais retirer les semelles gel et je vais mettre mes semelles en laine, des semelles en laine épaisse. Je crois que c'est de la laine d'agneau. C'est plusieurs couches de laine collées entre elles. Chaussettes Monet, chaussettes fabriquées en Bourgogne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette marque. J'achète plus que ça. Certes, c'est un petit peu plus cher que des chaussettes Decathlon. C'est pas fabriqué au même endroit. Pas grand chose à en dire. C'est les X-Trek, je sais plus quoi. Ben, c'est rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit dessus. Des chaussettes que j'aime bien et que j'ai pu comparer aux thermiques, des chaussettes fabriquées en Italie. Des bonnes chaussettes aussi, thermiques, très confortables, mais qui ont quelques petits défauts. Le principal défaut des chaussettes thermiques, c'est d'avoir le pied, c'est des chaussettes anatomiques. Tu as une chaussette pour le pied gauche, une pour le pied droit. Principale différence entre Monet et thermique, c'est que le pied, il est inscrit en haut, au niveau du mollet, chez Monet. Chez thermique, il est inscrit sous le pied, et le L pour pied gauche ou le R pour pied droit, il est caché dans un détail de la déco, de la chaussette. Qu'est-ce qui passe par la tête du concepteur des chaussettes pour dire on va cacher le symbole pied gauche et le symbole pied droit, alors que c'est censé être une information importante, quoi. C'est-à-dire, t'as pas envie de passer 30 secondes à enfiler une chaussette. Ça, c'est mon point de vue de râleur, parce que j'aime bien râler. Et puisque je suis dans la râlerie, cette gourde Oco, c'est la 4e gourde que j'utilise. Enfin, c'est la 3e gourde, puisque j'ai acheté celle en 1 litre, celle en 650 ml et celle en 500 ml, en coloris noir. Le filtre, c'est le 4e filtre Oco. Alors, le premier, je plaide coupable, et je l'ai testé avec ma pisse. Forcément, même rincé, je m'attendais à ce que les performances diminuent. Sauf que sur le 4e filtre Oco, j'ai toujours le même problème de performance. C'est-à-dire que quand la gourde est neuve, et au bout de 5-6 litres, tu filtres comme ça, et c'est un bon débit, quoi. D'après mes calculs, d'après mes mesures personnelles, j'ai filtré 3 litres d'eau en 1 minute. C'est génial. Alors certes, c'est pas un filtre à gravité, c'est une gourde à pression, tu presses pour filtrer, mais 3 litres en 1 minute, c'est juste génial. Et quand la gourde est neuve, c'est ce que j'obtiens sur les 4 filtres que j'ai pu tester. Sauf qu'au bout de 15-20 litres, ben, il est plus neuve, la gourde. Il est plus neuf, le filtre. Et le débit est fortement réduit. Il est divisé par 8, d'après mes mesures. 8 fois moins de débit, en passant de 5-10 litres à 15, 20, 25 litres. C'est pas possible, c'est trop frustrant. Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. En fait, quand tu passes d'un débit avec une gourde, un filtre, pardon, neuf, à un débit 8 fois moins élevé, tu as l'impression que le filtre a un problème. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe?
On m'a refilé une gourde cassée, le filtre il va plus, il déconne. Mais non, c'est juste que ça fonctionne comme ça. Donc il faut accepter le pour et le contre. C'est un super filtre quand c'est neuf, quand ça a moins de 20 litres. Par contre après, il faut accepter que les performances diminuent. Donc ça c'est pour la gourde. Est-ce qu'il y a un truc que je regrette d'avoir emporté? Ben ouais, mon tabouret, puisque j'ai fait principalement de l'observation assis par terre, caché derrière un gros rocher, ou à genoux, ou debout. Donc bah, mon tabouret, je l'ai emporté pour rien, ça c'est pas très grave. Je vais continuer avec l'équipement. Mon oreiller de chez French Light Outdoor. Vous allez dire que je suis fan. Ah oui, je suis fan de la marque Monet. Ça, c'est mes chaussettes pour dormir. Parce que j'ai toujours froid aux pieds. J'ai pris les chaussettes longues. Pourquoi? Parce que comme l'a si bien dit Jacob Carou dans sa vidéo, pour ne plus avoir froid pendant un bivouac, aux pieds, tu n'enfiles pas les chaussettes à fond. Tu laisses quelques centimètres devant les orteils. Ça va créer une zone d'air qui va rester chaud et tu auras moins froid aux orteils. Et c'est vrai, ça fonctionne bien. Donc l'oreiller pochette de French Light Outdoor avec à l'intérieur 2 chiffons microfibres. Pourquoi des chiffons microfibres? Quand tu marches la journée, tu peux être amené à transpirer dans les chaussures. Et cette humidité va rester dans les chaussures. Sauf que le matin, tu n'as pas envie d'enfiler des chaussures humides, ou si tu prends une bonne grosse pluie et que tu n'as pas le temps de mettre le pantalon de pluie, le surpantalon, tu vas avoir de l'eau dans les chaussures. Cette eau, tu n'as pas envie de la voir le matin quand tu enfiles tes chaussures. Je mets un chiffon microfibre dans chaque chaussure, il absorbe un max d'humidité. Pendant la journée, je le sèche par un moyen, soit je le mets au-dessus du réchaud à gaz, soit je l'accroche au sac à dos. C'est très aéré, c'est très ventilé. Les mailles sont bien espacées, donc l'air passe facilement, ça sèche très vite. Et je repars pour une journée de marche, les pieds au sec, bien appréciable. Pour la partie vêtements, camouflage, c'est complètement décousu cette présentation de matériel. Il n'y a aucun ordre, pas d'ordre chronologique, pas d'ordre de priorité, c'est complètement décousu. C'est du grand n'importe quoi, Nico, faut arrêter. Alors, bonnet Soloniac, en laine mérino, un bonnet bien foutu, bien foutu, qui n'est pas fait pour résister à des vents forts, mais que j'aime bien quand même, qui marche bien. Si le vent n'est pas trop fort, il me tient chaud. Mais je ne sais pas comment ils ont fait, ça doit être de la magie noire, de la sorcellerie. Ça fonctionne super bien. Mais si j'ai froid au crâne, petit bonnet, toujours camouflage, équipé avec de la doudoune, c'est du 850 Q1, je crois. Alors j'avais aussi des gants Soloniac, de la même gamme que ce bonnet, super bonnet. Sauf que les gants, je les ai laissés en montagne. Ils sont tombés de mon sac, de ma poche, de ma veste. Toujours est-il que je les ai plus aujourd'hui. Et même si c'est pas du tout la même chose, je me suis pris des gants imperméables, toujours chez Félin 21. Alors, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas des gants fins qui offrent une super dextérité. Là, c'est limite des gants de ski, avec la zone de préhension ici, pour le bâton, qui a le liège décollé. Et donc gants imperméables en Gore-Tex que j'ai équipé ici d'un élastique pour pouvoir les retirer sans les faire tomber dans la neige. Ce serait dommage de les perdre aussi, ceux-là. Un élastique pour empêcher la neige de rentrer. Donc ouais, des gants bien foutus. Gore-Tex, je l'ai dit. Sur pantalon Gore-Tex, par contre, il n'est pas silencieux. Ouais, c'est dommage. Dommage. Mais on ne peut pas tout avoir. Maintenant, si Soloniac demain sort un pantalon avec le même motif que la veste, imperméable et silencieuse, que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais en format pantalon, je suis preneur. Ah, je suis carrément preneur. Un zip complet, un système de serrage à pattes, alors pas velcro, hein, comme sur celui-là, mais à pattes pression pour la discrétion. Et puis pourquoi pas un crochet de guêtre métallique en bout de jambe, hein, tant qu'à faire, autant être exigeant. Il faut être exigeant avec le matériel. Je n'ai pas parlé des outils. Un couteau que j'avais fixé avec son passant Tecloc, bam, sous ma pochette Savota Cucaro. Pourquoi un couteau?
type couteau de survie, pas immense, hein, c'est pas un grand couteau. C'est le Jagdkit KNV2, copie du Falkniven F1 je crois. Sauf qu'il a un énorme casse-goutte ici que n'a pas le Falkniven. Pourquoi j'ai pris ce couteau? Parce que je savais que j'allais être à proximité de la cabane de l'Alpette et que j'allais probablement avoir besoin de couper du bois. Soit parce que j'étais pas encore décidé, est-ce que je campais à l'extérieur de la cabane, est-ce que je passais mes nuits dans la cabane, je ne savais pas trop. Donc plutôt que de venir avec pas suffisamment de matériel, j'ai préféré en prendre un petit peu plus. Qui dit feu en cabane, donc généralement dans un poêle à bois, dit couper du bois. Parce que oui, les cabanes sont approvisionnées, mais tu as des gens qui viennent et qui font un gros feu de fou furieux avec les 3/4 des réserves de bois pour cuisiner une soupe lyophilisée. Donc bon, comme il y avait un sapin écroulé à proximité de la cabane et que j'avais un petit peu de temps l'après-midi, j'ai coupé un petit peu de bois. Vu que j'ai toujours dans le sac à dos une scie, ici la Silky Outback Gumboy, je sais plus quoi, 240, et j'ai coupé du bois. Voilà, j'ai passé le temps, j'ai réapprovisionné une partie du bois de la cabane et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me dépenser physiquement. Il faisait pas très chaud, mais quand tu fais de l'exercice, j'ai quand même fini torse nu. Ça m'a fait du bien et puis j'ai transporté le bois dans mon gros sabotage à Akari. Je l'avais bien chargé, hein. Je pense qu'il devait faire une bonne vingtaine de kilos, facile. Et ça, j'aurais pas pu le faire avec un sac de rando classique. Mettre des bûches sciées, parfois pas sciées en plein, donc avec des petites échardes qui dépassaient. Tu fais ça avec un sac militaire, mais pas avec un sac millet ou Osprey ou 3F UL Gear ou je ne sais quoi. Enfin si, tu le fais, mais une fois. Dans la tente, j'ai pas mis de toile sous le sol de la tente. J'ai fait attention de poser la tente à un endroit où c'était pas trop risqué. Donc, à l'intérieur de la tente, mon matelas de sol Thermarest Z-Lite que j'ai acheté à Decathlon en 2015. Ouais, en 2015, début 2015. Ça fonctionne bien. Avec les années, la mousse a tendance à s'assouplir. Donc, attention, quand on s'installe, de faire en sorte de ne pas se mettre sur un sol un petit peu en relief. Parce que le relief, on va le sentir dans le dos pendant toute la nuit. Quelle couette j'ai utilisée? Celle que j'ai achetée début 2024 à Florent. Une couette qui est donnée pour du 4 degrés confort et avec laquelle j'ai réussi à dormir, alors pas celle-là, mais une autre. La première que j'ai eue en partenariat avec Flo, qui n'est pas noire mais qui est verte, que vous avez déjà dû voir dans des vidéos précédentes. Une couette avec laquelle j'ai dormi sans problème, au chaud, jusqu'à moins 7 degrés, à l'abri du vent quand même, dans un tipi, sur la neige, sans matelas isolant. Le matelas que j'ai pris, c'est le Exped, le matelas bleu là en accordéon, qui est super moche en bleu. Pourquoi ils l'ont fait que en bleu? Ils auraient pas pu le faire en gris, même un gris foncé. Ça aurait été parfait. Pourquoi du bleu? On a l'impression que c'est une frite de piscine le truc. J'avais juste eu froid aux pieds. À cette époque-là, j'avais ni mes chaussettes Monet, ni mes pads chauffants. Donc 4 degrés confort, mais ça peut descendre avec les vêtements, les sous-vêtements adaptés. On peut descendre largement en dessous de 4 degrés. C'est une couette que j'aime beaucoup parce que je peux aussi bien... C'est tellement léger, c'est ce que j'emporte en montagne. Je l'utilise aussi bien quand je dors au sol que quand je dors en hamac. Du coup, c'est parfait parce que c'est assez compressible. Et vu que c'est une seule couche d'isolant qui a été coupée en forme de rectangle, il n'y a pas besoin de cloisonner pour maintenir le truc. C'est juste cousu sur les 4 côtés et c'est tout. Et ça tient comme ça. Donc il n'y a pas besoin de cloisonner. Qui dit pas de cloisonnement dit pas de pont thermique. Et on a super chaud. Et pour un 4 degrés confort, moi je peux descendre jusqu'à moins 7. Sans problème. Donc c'est un super équipement. Et j'ai demandé au concepteur, Florent, et c'est vraiment ces couettes, on peut les bourrer, les surcomprimer, aucun problème. Ça ne va pas se déformer, ça va reprendre sa forme sans problème. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc toujours ce sac étanche Exped, grand sac de 60 litres, qui commence à montrer des signes de fatigue, des signes d'usure, ici au niveau de la bande thermocollée, qui garantit l'étanchéité. Quand je parle d'étanchéité, je parle d'immersion sous l'eau. Sinon, je parle d'imperméabilité. Un vêtement étanche, ça n'existe pas.
Un sac à dos étanche, ça existe. Les modèles que je connais, c'est chez HPA. HPA Grand Air, il me semble. C'est les seuls sacs à dos étanches que je connaisse. Les sacs à dos Savotas sont imperméables, ils ne sont pas étanches. Et encore que, faudra pas trop les laisser sous une grosse pluie ou faudra certainement pas les immerger sous l'eau. Même complètement fermés, c'est pas fait pour. C'est pas des sacs étanches à l'immersion et c'est pas des sacs complètement imperméables. Ils ont un traitement déperlant, mais si je le mets sous une grosse pluie, au bout d'un moment, l'eau va rentrer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des passants molis qui sont cousus tout autour du sac. Qui dit couture, dit soit tu mets à l'intérieur des bandes thermocollées pour protéger les coutures, soit l'eau va inévitablement s'infiltrer. À la fin de la vidéo, quand je suis redescendu, vous avez pu voir que j'ai utilisé ma lampe frontale en rouge clignotant. Là, le rouge clignotant. Pourquoi j'ai fait ça? Petit frisson. J'ai fait ça pour signaler ma présence aux éventuels chasseurs. Sauf que j'avais pas entendu de coup de feu, donc ça nécessitait pas de ma part des mesures préventives vraiment adaptées en déplacement, en milieu, avec des chasseurs. Ah, qu'est-ce que j'ai mangé? C'est vrai, on parle pas de la bouffe. C'est le nerf de la guerre, Nico, la bouffe. Oh. Où est-ce que j'ai mis ma pochette de bouffe? Where is Brian? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, je l'avais accrochée là. Super petite pochette. Pochette fabriquée en France par Romain. Explore Design Gear. Désolé les anglophobes, je sais que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas les mots anglais, les acronymes en anglais, tout ça. Ça fait partie de notre époque, je pense. Faut pas s'opposer systématiquement à tout ce qui est en anglais, hein. C'est pas dramatique. Que ce soit French Light Outdoor ou Explore Design Gear, c'est des expressions qui se rapprochent assez bien, finalement, à la vocation du truc, au thème du matériel. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? J'ai mis ma bouffe lyophilisée. J'ai pas pris la pochette la plus large que je possède de chez Explore Design Gear. J'en ai 3. J'ai celle-là qui est le modèle intermédiaire. Une plus petite que j'ai rangée ailleurs. Je crois qu'elle est dans mon sac d'évacuation. Et une bien plus grande qui doit être quelque part dans mon bordel. Donc 2 zips, 2 curseurs. Pour accéder à l'ouverture dans les deux sens, c'est beaucoup mieux. Donc une pochette pas hyper volumineuse, équipée d'une poignée pour la sortir, une poignée d'extraction rapide pour la sortir du sac à dos. C'est du nylon très fin, très souple, donc ça permet de, moyennant quelques dizaines de grammes supplémentaires, d'organiser le contenu du sac à dos. C'est toujours bon à prendre. Sachet de bouffe lyophilisé, ça c'est Lyophilisé, le site Lyophilisé qui me l'a envoyé. Donc on pourrait parler d'un 3e partenaire pour cette vidéo qui a rendu cette aventure possible puisqu'ils m'ont nourri, c'est une bonne chose. Cette marque de plat lyophilisé, je ne la connaissais pas avant de démarrer le partenariat avec Lyophilisé. C'est pas dégueu. J'ai l'impression de manger du Tactical Food Pack ou du, j'allais dire du Trek and Eat. Non, surtout pas Trek and Eat, je déteste ces plats lyophilisés, ils sont beaucoup trop salés. On a 4 fois plus de sel que dans un plat lyophilisé classique, alors qu'il n'y a aucune raison à ça. Je veux bien que quand je marche en montagne, je brûle des minéraux et j'ai besoin de les remplacer. Mais enfin bon, 4 fois plus de sel que ce que je mets habituellement quand je cuisine, faut peut-être pas déconner quoi. Non, le seul reproche que je peux faire à ces plats, c'est qu'il y a des conservateurs, des colorants, des conneries qui n'ont absolument pas raison d'être dans un plat lyophilisé. Si je prends l'exemple de Tactical Food Pack, au lieu de mettre des conservateurs, ils mettent un sachet absorbeur d'oxygène dans le plat lyophilisé. Alors certes, c'est au contact de la nourriture. Si je fais le bourrin, est-ce qu'il n'y a pas un risque de crever le sachet et de le mélanger, le truc chimique à la nourriture? Toujours une possibilité. Le risque zéro n'existe pas, mais ça m'est jamais arrivé sur des dizaines de plats de Tactical Food Pack mangés. Et puis des exhausteurs de goût, des colorants, des trucs qui n'ont aucune raison d'être dans un plat lyophilisé. On remplace un exhausteur de goût par des épices, problème réglé. Un colorant, pourquoi faire? C'est pas Philippe Etchebest qui va manger le plat lyophilisé. Donc voilà le principal problème, le principal reproche que je peux faire à ces plats. Toujours est-il que ces plats, je ne vais pas en manger 2 ans de suite, continuellement, matin, midi et soir. Ça reste occasionnel, c'est la randonnée, et je passe pas mes journées à manger ça. À noter que j'avais emporté de la bouffe fraîche pendant ces quelques jours en montagne.
je suis passé à la halte fermière et puis j'ai pris des bons fromages, un bon saucisson, j'ai pris du pain à la noix et je me suis régalé avec des bons produits frais. J'appelle ça le repas de berger. Le repas de berger, c'est un fromage sec, de la charcuterie, du pain, pourquoi pas une petite bouteille de rouge, de blanc ou une bière, et c'est tout. Et tu manges ça. C'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de cuisson, ça se mange froid, c'est suffisamment calorique. Donc pendant la digestion, ton corps va dégager des calories. Après la digestion, le corps va dégager des calories. Ça y est, je commence à perdre mon vocabulaire. Et ça reste de la bouffe froide, mais suffisamment calorique pour permettre à l'organisme de me réchauffer. Voilà, les petites cochonneries habituelles. Balisto, Mars, Mini Mars. Café. Alors non, c'est pas ce Ziploc là que j'avais emporté, puisque j'avais pris du café moulu. J'avais pris du café moulu, et pourquoi j'ai pris du café moulu alors que j'allais en montagne? Ça aurait été tellement plus facile d'utiliser du café soluble, mais j'ai pris du café moulu parce que j'aime le bon café, tout simplement. Voilà. Et c'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. En espérant n'avoir rien oublié, le mec qui est pas trop sûr de lui, qui vérifie quand même. Petite parenthèse habituelle, on est sur les réseaux sociaux, donc comme d'habitude, la formule habituelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, bon sang. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, laissez-moi un commentaire pour me dire que vous l'avez apprécié. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à votre entourage, n'hésitez pas, partagez-la. Plus elle est vue, mieux c'est. Maintenant, il est temps de nous quitter. Je vais essayer de réparer mes cordes vocales. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à très bientôt. Salut. Voilà, bien goupillé cette histoire.